Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 janvier et bien évidemment pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc le Sénégal qui a été titré au terme d'un match où malheureusement on retiendra peut-être plus les polémiques que le football. J'ai l'impression de dire ça extrêmement souvent en ce moment concernant les matchs de foot, mais alors là je pense qu'on a atteint un nouveau point. On parlera d'un autre match qui était certes moins sur le devant de la scène puisqu'il était plus mineur, mais il va être important pour le classement français. Je parle de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, et puis on aura une grande page mercato. On ira parler de Fernandez, on ira parler de Mateta, on ira parler de Jacquet. Ce sont des joueurs qui sont français ou qui évoluent en France et qui vont faire l'animation de ce mercato hivernal. Donc franchement, c'est des dossiers à suivre, ils sont bouillants. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'est donc le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations dans un match qui, comme bien d'autres en ce moment, a failli exploser à cause de l'arbitrage. C'est une dinguerie à quel point aujourd'hui on ne parle que de ça, et c'est une dinguerie de se dire que ce match si attendu, ce match si prestigieux, a failli complètement partir en cacahuète et juste pas pouvoir se terminer. Alors, si vous n'avez pas suivi, les joueurs sénégalais sont rentrés au vestiaire à un moment parce qu'ils s'estimaient lésés par l'arbitrage. Il a fallu la sagesse, le calme et l'expérience de Sadio Mané pour faire revenir les siens sur le terrain, et je pense que tout le Sénégal peut remercier Sadio Mané parce que grâce à sa décision, eh bien il y a le sacre final à la fin, mais surtout tous les gens qui aiment le foot devraient remercier Sadio Mané parce que je comprends la frustration de joueurs liés à des décisions arbitrales, mais plus ça va, plus on va loin dans à quel point ça dégénère dans les tribunes, dans les commentaires médiatiques, même dans les attitudes des joueurs. Je suis en train de me demander ce que va donner le football dans 3 ans, parce que là c'est pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on voit ça tous les week-ends en France, on voit ça tous les week-ends en Espagne, on voit ça tous les week-ends dans tous les championnats, et au bout d'un moment je me dis que ça va finir en duel à couteau dans les tribunes, ça va finir en mêlée générale pour tous les matchs de foot, ça va finir avec un drame qui va se produire tôt ou tard autour d'un arbitre qui va se faire déglinguer à la sortie d'un match, et ça fera un précédent dans le football, et croyez-moi, les changements qu'on verra opérer après ça, ce sera pas un truc qui nous plaira. Donc j'espère qu'un jour ça finira par se dégonfler. Et puis le second point de ce match, avant de rentrer dans le dur, c'est évidemment la panenka de Brahim Diaz, la panenka ratée bien évidemment. Moi j'attendais Brahim Diaz comme le leader de ce Maroc, comme le joueur qui allait être finalement enfin dans des conditions où il peut être le patron, chose qui ne peut pas être au Real Madrid. La panenka, je sais pas s'il avait envie de marquer l'histoire, s'il avait envie d'avoir un geste iconique qui fait de lui le héros de toute une nation, le geste, on peut dire qu'il va devenir iconique, mais pas dans le bon sens du terme. Il a vraiment tout gâché, et c'est dommage parce qu'il fait une très belle canne, mais j'ai l'impression qu'on retiendra davantage ça. Bref, je vous affiche la composition de ce match. Côté Maroc, Bounou ressort clairement du lot, ta défense a été solide, j'ai beaucoup aimé Mazraoui, mais de manière générale, t'as eu du mal à conclure, et pour cause en face, une équipe aussi marquée par sa solidité, charnière exceptionnelle, les deux Gueye au milieu de terrain qui ont fait le match, Pape Gueye évidemment buteur, mais il le mérite vu son nombre de tirs cadrés, et Idrissa au milieu de terrain est le moteur de ton équipe, passeur décisif, et j'ai franchement adoré son match. Il mérite largement d'avoir la médaille autour du cou à la fin de cette rencontre, comme bon nombre de Sénégalais. Quand on regarde les statistiques de la rencontre, eh bien c'est un match avec pas mal d'occasions, même si tu sentais la pression inhiber certains joueurs, des temps forts partagés, tout de même un Sénégal que j'ai honnêtement trouvé légèrement meilleur que le Maroc. Je suis donc pas scandalisé par le résultat final de ce match malgré les nombreux rebondissements. Et pour conclure, pour prendre un petit peu de hauteur, j'ai envie de dire que ces deux équipes qui vont être présentes à la Coupe du Monde 2026 et le Sénégal comme le Maroc, ce sont deux très belles formations, et je me dis que cette Coupe du Monde sera peut-être l'occasion pour l'Afrique de choquer quelques autres continents par leur performance. En tout cas, le talent pour, ils l'ont. Décidément, cet Olympique Lyonnais est à prendre au sérieux, victoire 2-1 face au Stade Brestois, et du coup, ils prennent la 4e place de Ligue 1 au LOSC. Ils sont seulement à quelques petits points, 2 points de l'Olympique de Marseille et du podium. Jusqu'où les Lyonnais vont aller, c'est aujourd'hui dur à dire, mais il faut saluer ce match, même s'il a été marqué par une expulsion relativement rapide du côté de Brest, qui a évidemment avantagé Lyon, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça se passe dans le football. Les compositions étaient les suivantes. Nous avons un but de Pavel Schultz, le 3e depuis janvier, 6e depuis décembre, il semble enfin lancé. Hendrick sur le côté a été d'une aide précieuse.
passeur décisif, il apporte toujours du danger par ses tirs, mais il a énormément été au duel, il a énormément provoqué, et en fait il crée des espaces pour ses coéquipiers, et je trouve qu'il arrive à sublimer toute l'attaque, il arrive même à sublimer toute l'équipe, parce qu'au final les milieux de terrain peuvent se concentrer sur leur rôle, et enfin pour aller sur un poste un peu plus derrière, Kluivert, j'ai été extrêmement sévère avec lui depuis le début de saison, mais là il nous sort une prestation intéressante, et j'ai l'impression que finalement il peut faire de bons matchs. Alors vraiment, j'insiste sur l'apport d'Hendrick parce que je trouve que depuis ses débuts à l'Olympique Lyonnais, c'est un sans faute. Il n'y a pas forcément besoin de marquer un but pour être décisif au cours d'une rencontre, et ce qui manque à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être un joueur qui incarne le danger plus qu'un joueur qui est forcément capable de marquer des buts. Et franchement, je me dis que ça va être le prêt de ce mercato hivernal, ça va être le mouvement du mercato hivernal, tant ça t'apporte beaucoup à cette équipe lyonnaise. Si on regarde les statistiques du match, évidemment, domination lyonnaise, je le redis, réduit à 10, les Brestois, sans Del Castillo, ont un petit peu souffert, mais même au tout début du match, les Lyonnais avaient un temps fort, je trouve qu'ils étaient bien entrés dans la rencontre, mais ça a appuyé derrière. Résultat logique, et vraiment, pressé de voir la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais avec Hendrick. Déjà que LOSC doit digérer sa défaite face au Paris Saint-Germain, mais en plus ils vont devoir faire avec le potentiel départ d'un joueur clé, Fernandez Pardo, qui serait courtisé par l'Atlético Madrid. C'est extrêmement sérieux puisqu'on a à la fois la presse espagnole mais aussi la presse française via La Voix du Nord qui en parle, et on annonce que ce serait sur le point de se faire. Alors la valorisation du joueur nous montre un élément qui aujourd'hui, du haut de ses 20 ans, est à 20 millions d'euros. Il a rejoint LOSC en 2024 pour 11,5 millions d'euros, il a un contrat jusqu'en 2029. On peut dire que la plus-value potentielle serait majeure pour le LOSC, mais attention, il ne s'agit pas de le céder à seulement 20 millions d'euros. Les Lillois en attendraient entre 35 et 40 millions d'euros. Et honnêtement, de mon côté, je le comprends parfaitement. Déjà, il faut avoir en tête que c'est un titulaire que tu vas chercher au cours du mercato hivernal, et ça contrarie toujours les plans d'une équipe, surtout que le LOSC a de grandes ambitions. Mais aujourd'hui, quand tu vois le classement de Ligue 1, tu te rends compte qu'ils sont un peu sur le fil, et perdre un élément clé en cours de saison, c'est très préjudiciable. Et surtout, Fernandez Pardo, c'est un joueur qui a 20 ans, c'est un joueur qui a un grand potentiel, c'est un joueur qui a un profil qui peut intéresser bien des grandes équipes, donc évidemment ça se valorise. Ses qualités sont assez frappantes quand on regarde ses statistiques. C'est un joueur qui est talentueux, qui est très joueur, qui est très dribbleur, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il a un faible volume d'action décisive, et de manière générale, il a un faible volume de course. On sait qu'à Atlético Madrid, même si c'est une équipe qui a évolué en termes de jeu et qui est loin des clichés d'antan, c'est quelque chose qui compte quand même. Donc pressé de voir comment se passe l'adaptation si jamais il est cédé là-bas. Mais en tout cas, ça ferait une belle vente pour le LOSC, mais aussi une belle perte sportive. La Juve veut notre Français Jean-Philippe Mateta, une volonté d'achat qui traduit également un échec monumental au cours du mercato estival, puisqu'on le rappelle, le LOSC a tout de même été chercher des éléments offensifs. On a vu Jonathan David débarquer du côté de la vieille dame, on a également vu Openda, et franchement, quand tu vas chercher en plus un autre numéro 9 dès le mercato hivernal, ça te donne un peu la température et à quel point c'est compliqué. Alors, la Juve aurait formulé auprès de Crystal Palace une offre de prêt payant à hauteur de 2 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire à 28 millions d'euros, ce qui porte le total à 30 millions d'euros, ce qui n'est pas satisfaisant pour Palace, qui veut un transfert déjà, tout de suite, l'argent de manière sèche, et en plus 40 millions d'euros, donc 10 millions d'euros de plus. C'est totalement cohérent parce que ce qu'il demande, c'est ni plus ni moins que la valorisation de Mateta aujourd'hui. Depuis l'été 2024, elle a presque doublé, il est devenu international depuis, on le rappelle, il est sous contrat jusqu'en 2027. C'est peut-être là l'opportunité de la Juventus, c'est peut-être là l'endroit où ils peuvent appuyer pour essayer de tirer les négociations de leur côté. Alors Mateta, ce serait un profil intéressant puisqu'il est extrêmement différent d'un Jonathan David qui a été chercher la Juventus par exemple. Jonathan David, le Canadien, est souvent décrit comme un joueur qui est justement un numéro 9 très impliqué dans le jeu, pas forcément un profil de buteur, alors que le Français, de son côté, est plus vu comme un numéro 9 un petit peu old school qui, forcément, t'apporterait des options tactiques différentes. Je trouve qu'il faut saluer la carrière de Mateta, plus de 160 matchs du côté de la Première Ligue, plus de 50 buts, une progression dans la carrière qui est exemplaire, un mec qui bosse bien, c'est su dans le milieu. Est-ce que du côté de la Juventus, par contre, je poserais 40 millions d'euros sur le joueur de 28 ans? J'en suis pas sûr à 100%, je suis pressé de voir la fin du dossier, mais en tout cas, c'est un dossier qui comporte un peu de risque des deux côtés, je pense.
Le Stade Rennais est une usine à pépites pour le football français, on en revient toujours là et la dernière en date s'appelle Jérémy Jacquet, le défenseur central, tout jeune, crève l'écran au cours de cette saison de Ligue 1 et Chelsea l'a bien remarqué, ils auraient formulé une offre à 50 millions d'euros, ce qui est absolument colossal pour un joueur qui était en Ligue 2 il y a seulement un an, mais vous savez ce qu'a dit le Stade Rennais ? Ce sera pas 50 millions d'euros si vous le voulez, ce sera plus. On a la communication d'Habib Beye, ton entraîneur, qui est hyper claire là-dessus. Il y a une saison avec et il y a une saison sans Jérémy Jacquet, parce qu'il s'est imposé extrêmement rapidement comme un titulaire indiscutable et c'est un des meilleurs joueurs rennais cette saison. C'est un joueur qui est ultra dominant dans les airs, qui est bon relanceur, bonne lecture du jeu, d'ores et déjà du sang-froid dans les matchs. En fait, il a le profil type du défenseur moderne qui peut être courtisé par énormément de clubs. Donc je comprends totalement la position d'Habib Beye, mais il faut avouer que les montants sont en train d'exploser à une valeur absolument hallucinante. Alors qu'est-ce que serait une offre irrefusable pour le Stade Rennais ? Est-ce que ce serait 60, 70, 80 millions d'euros ? De mon côté, j'ai envie de dire que le Stade Rennais, il crève pas la dalle en termes de finances, on le sait. Par contre, ils ont besoin de se redresser sportivement. Est-ce qu'il y a une urgence à céder Jérémy Jacquet qui a même pas joué 30 matchs professionnels avec le Stade Rennais ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une possibilité que sa valeur marchande s'écroule dans 6 mois ? C'est possible comme pour n'importe quel joueur, mais j'ai du mal à y croire. Je me dis qu'à contrario, il peut continuer à prendre de la valeur en confirmant avec une saison pleine du côté du Stade Rennais cette année. J'espère que le Stade Rennais va rester cohérent avec ses objectifs sportifs. C'est des sommes hallucinantes qui sont évoquées, donc c'est dur à refuser. Mais en tout cas, je vous dis un truc, je suis très content de voir que Jérémy Jacquet est français, parce que bordel, on a un tel potentiel avec des jeunes défenseurs centraux monstrueux, c'est fabuleux. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi on ira sûrement faire un petit point d'avant-match avant le retour de la Champions League. On a tendance à l'oublier parce que ça bouge beaucoup du côté de notre Ligue 1 avec des matchs qui étaient intéressants, ça bouge beaucoup avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a d'autres grandes rencontres qui pointent le bout de leur nez. Le football ne s'arrête jamais, c'est comme ça. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h comme d'habitude, qui fait bien votre journée. Salut.